Anne Hidalgo, invitée exceptionnelle de France Bleu Paris. Et oui, l'invité de France Bleu Paris Matin, c'est Anne Hidalgo qui nous accorde donc sa première interview de l'année. Merci beaucoup. Merci. La maire PS de Paris est donc avec nous jusqu'à 9h moins le quart. Elle répond à vos questions. Appelez dès maintenant 01 42 30 10 10 et aux questions de Noé da Silva. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors j'ai lu que vous aviez l'intention d'offrir à vos proches des abonnements Vélib pour Noël. Est-ce que vous l'avez vraiment fait ? Bien sûr, je l'ai fait. Est-ce que ce n'est pas un peu un cadeau empoisonné quand on voit le peu de stations ouvertes par le nouvel opérateur depuis le 1er janvier ? D'abord, c'est vrai qu'il y a une mise en route qui n'est pas simple parce que c'est la règle des marchés publics. Nous avons, nous étant la métropole du Grand Paris, pas la ville de Paris, puisqu'aujourd'hui le Vélib est métropolitain, lancé un marché. Ce marché a été gagné par une société Smooth, la nouvelle société. C'est un nouveau concessionnaire. Le passage de l'un à l'autre est compliqué parce qu'entre le 31 décembre et le 1er janvier, il faudrait avoir déposé toutes les stations Vélib et réinstaller les nouveaux. Ça prend un peu de temps. On a mis la pression. Je fais vraiment confiance à la présidente du syndicat Vélib, qui est Catherine Barati-Elbaz, et à l'ensemble des élus pour que les choses s'accélèrent. Mais vous savez, on est en train quand même, il faut savoir de quoi on parle, on est en train de mettre en place le nouveau système Vélib qui va durer 15 ans, qui est un système de très très grande ampleur à échelle métropolitaine. Comme si Anne Hidalgo, ce matin, on découvrait qu'effectivement, il y avait un changement de société au 1er janvier et que c'est très compliqué. Non, la société avait prévu plus de 300 stations, il y en a 64. Et on met la pression sur la société, on découvre rien. Vous savez, ça fait quand même des mois, lorsque on a su que ce n'était pas le même concessionnaire, bien évidemment que la question de l'installation de ces nouveaux Vélib, il fallait, parce que c'est les marchés publics qui nous imposent ça. Moi, j'applique la loi, vous savez, et le syndicat de la métropole applique aussi la loi. Donc, il fallait passer d'une société à une autre. Toutes les infrastructures, les marchés publics ne prennent pas en compte les questions de durabilité. Mais pour l'usager qui, du coup, n'a pas de Vélib et qui s'était habitué à le prendre pour notamment aller travailler, vous dites quoi ce matin ? Est-ce que vous allez donner raison à votre majorité, ceux qui font partie de votre majorité, Europe Écologie Les Verts, qui demandent la gratuité du système jusqu'à ce que cela fonctionne ? D'abord, c'est le syndicat de la métropole qui s'occupe du Vélib et dans lequel j'ai bien sûr un poids. Non, mais je veux rétablir les choses. Ce n'est pas la ville de Paris qui décide d'attribuer ou pas des aides. C'est aujourd'hui un ensemble d'une soixantaine de communes qui décident. Et des mesures ont été décidées, je les soutiens pleinement, permettant d'avoir 3 heures gratuites sur le Vélib électrique, permettant aussi d'avoir des abattements sur les abonnements. On va voir comment, ce que j'espère surtout, c'est qu'on revienne très très vite à la situation qui doit être la situation normale, celle du concessionnaire à laquelle il s'est engagé. Pas de gratuité. C'est-à-dire, alors aujourd'hui non, vous savez, la gratuité, d'abord ça coûte extrêmement cher, parce que la gratuité, ça veut dire que ce sont les communes ou l'entreprise qui paierait. Sur 1400. Je préfère que l'entreprise concessionnaire se mobilise pour remplir son contrat. Voilà. Et pour que les stations soient vraiment en fonctionnement. On connaît les difficultés, on en connaît les raisons et on a anticipé. Ça fait plusieurs mois que nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous savions que ça serait forcément complexe de passer d'un concessionnaire à l'autre. Là, ça prend un peu trop de temps et ça ne va pas. D'ailleurs, il y a des pénalités très importantes qui sont des pénalités imputées à la société concessionnaire. Mais ça, je dirais que c'est le temps de cette mise en œuvre. Et puis derrière, surtout, il y a beaucoup de dispositifs de mobilité qui, cette année, vont permettre aux Parisiens de pouvoir mieux bouger dans la ville, utiliser des nouveautés les notamment transports en commun. Pour les retraités ? Alors, voilà, moi, on a bien sûr regardé avec nos équipes. Vous savez, aujourd'hui, la politique que je conduis pousse vraiment à utiliser les transports en commun pour notre santé, pour que l'on respire mieux dans cette ville. Il faut vraiment qu'il y ait un passage plus important vers les transports en commun. Toutes les catégories de population, je pense aux jeunes, ils bénéficient du pass d'un certain nombre de dispositifs
en fonction de l'âge. Je pense aux personnes qui ont des difficultés, des ressources financières très très faibles, et puis les salariés qui, eux, ont une prise en charge en partie par l'employeur de leur pass Navigo. Et en fait, les plus de 65 ans, les seniors, eux, n'ont pas toutes ces facilités. Et donc, nous allons créer cette année, à partir du mois de juin, un pass Navigo senior, donc la gratuité pour les seniors de plus de 65 ans, sous conditions de ressources. Plafond de 2 200 € par mois. Voilà, c'est le plafond d'ailleurs qui est utilisé jusqu'à présent. J'espère d'ailleurs que cette aide qui fait de Paris la ville qui aidera le plus l'ensemble des catégories, dont les seniors de plus de 65 ans, sera aussi incitatif pour que, au niveau de la région Île-de-France, dans d'autres départements que Paris, on accompagne aussi les seniors. Pourquoi dans le Val-de-Marne par exemple, mais c'est vrai que l'aide que nous allons apporter vraiment sera la plus importante. Pourquoi cette aide ? Vous savez, les seniors de plus de 65 ans... Parce que les seniors ont dit qu'ils ont les moyens d'avoir une voiture à Paris, ils ne vont pas la lâcher pour aller dans les transports en commun saturés et pollués. En fait, d'abord parce qu'il faut effectivement pousser à aller vers les transports en commun, et deuxièmement parce qu'ils sont très actifs, les seniors parisiens. Ils s'occupent pour un certain nombre d'entre eux de toute leur famille, parfois de parents qui sont très âgés, souvent des enfants et des petits-enfants. Et en plus, ils sont très présents dans le bénévolat parisien. C'est-à-dire, c'est eux qu'on trouve dans les associations pour faire du soutien scolaire, pour faire de l'accompagnement. Ils sont très actifs et donc ils ont besoin de cette mobilité. Et je pense que cette aide va être quelque chose d'important pour notre ville, pour la dynamique citoyenne de notre ville, pour les plus de 65 ans. Plus de 65 ans. Puisqu'on est dans la mobilité, une question sur le service Autolib. En êtes-vous satisfaite ? Il y a une baisse des abonnés. Il y a là aussi un travail à faire et ce travail, nous avons là aussi à l'échelle métropolitaine, puisque l'intérêt d'un dispositif comme celui-là, c'est bien sûr de sortir du périphérique. Nous sommes en train de revoir avec Bolloré, qui est la société gestionnaire, les points d'amélioration. Il y a eu des problèmes aussi de vandalisme, de squat. Il y a toujours. De squat de véhicules. Inutilisables dans certains arrondissements. Absolument. Et donc, nous voulons absolument rehausser la qualité de ce service. C'est un service qui a été le premier dans le monde, qui fait des petits, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres villes du monde, en France aussi d'ailleurs, qui s'en sont inspirées. C'est un service qui est très, très important de véhicules électriques, parce que... Donc, vous n'allez pas mettre fin au service Autolib ? Absolument pas, parce que, vous savez, l'autopartage, c'est vraiment une des pistes d'avenir. Il y a tout ce qui concerne les transports en commun, les mobilités douces, avec des systèmes comme le Vélib, tout ce qui est en autopartage, et bien sûr, Autolib, qui permet aux gens, d'abord, de se passer de leur voiture, tout en pouvant utiliser un véhicule électrique lorsqu'ils en ont vraiment besoin. Quand ils sont disponibles, quand ils sont accessibles. Absolument besoin. Et ce n'est pas le cas en ce moment dans certains arrondissements. Anne Hidalgo, vous êtes avec nous jusqu'à 9h moins le quart et on peut vous interroger, vous interpeller au 01 42 30 10 10. Anne Hidalgo, invitée exceptionnelle de France Bleu Paris. C'est la maire de Paris qui vous répond en personne ce matin. Vous pouvez interpeller Anne Hidalgo sur les sujets qui vous concernent. 01 42 30 10 10. Jean-Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour monsieur. Alors, oui, pardon ? Nous vous écoutons, allez-y. Oui, voilà. Et écoutez, moi depuis quelques mois, j'habite sur Malakoff et je rencontre bien sûr d'énormes problèmes, comme tout à l'heure vous les aviez évoqués concernant les Vélib. Et bien sûr, on nous dit qu'en fin de compte, on va nous offrir 3 heures en fin de compte de compensation, en fin de compte pour combler ces difficultés. Mais encore une fois, il faudrait, comme tout à l'heure vous le disiez, il faudrait déjà qu'il y ait des vélos. Moi, j'habite rue Pierre-Brosselette, la station est fermée. Vous allez à l'arrêt du 58, il n'y a plus de vélo. Vous allez à Jean Moulin, plus de vélo. Vous allez Porte d'Orléans, plus de vélo. Vous devez vous rendre à votre travail le matin. Donc, on prend le bus ou le tram ou sa voiture. Le soir, on retourne, on fait la même chose. Est-ce que vous allez nous dédommager sur les titres de transport ? La réponse d'Anne Hidalgo, la maire de Paris.
D'abord, je le reprécise, c'est pas la mairie de Paris qui gère le système Vélib, hein, d'accord ? Et l'objectif pour nous, c'est vraiment que ce système trouve son rythme normal, son rythme de croisière, après l'installation de la nouvelle société qui va aujourd'hui organiser ce service de Vélib. Donc, il y a des mesures de compensation qui ont été décidées par les gestionnaires de Vélib. Ces mesures de compensation, c'est de la gratuité, c'est la gratuité, c'est ce que dit Jean-Pierre, pour un service qui ne fonctionne pas. De 3 heures, etc. Mais la vocation de ce service, c'est de fonctionner. Oui, d'accord, Anne Hidalgo, mais est-ce que vous comprenez, vous comprenez ce que dit Jean-Pierre ? C'est-à-dire, on lui donne des heures gratuites, mais il n'a pas de vélo. Non, mais bien sûr, mais c'est des heures gratuites. Est-ce que vous ne pouvez pas taper un peu plus du poing sur la table, Anne Hidalgo ? Ce sont des heures gratuites qu'il pourra utiliser quand les vélos seront tous en fonctionnement. Et aujourd'hui, oui, bien sûr que nous tapons du poing sur la table auprès de cette société qui a gagné un marché conformément à la loi et qui doit assurer un service pour qu'elle assure ce service au niveau auquel elle doit l'assurer. Vous n'avez pas l'impression de vous être fait avoir ? Ah mais, vous savez, c'est un marché public. Un marché public, on ne joue pas avec les règles du jeu. Il y a des offres, elles sont examinées. D'ailleurs, elles ont été examinées par une commission d'appel d'offres qui réunissait toutes les communes. Ça a été décidé à l'unanimité des communes de prendre ce système-là. Vous n'avez pas à prendre des mesures, des latitudes par rapport aux règles des marchés publics. Donc aujourd'hui, ce système qui a vocation à être le système qui va durer 15 ans a du mal à se mettre en place. Nous avons mis la pression, toutes les communes, tous les maires, nous mettons la pression sur la société qui doit assurer sa prestation. C'est une prestation qu'il faudra juger sur les 15 ans. Voilà. Patience, Jean-Pierre, les Vélib reviennent bientôt. Comme Jean-Pierre, vous nous appelez vous aussi. Et on pousse, hein, Jean-Pierre, hein, je vous assure, parce que moi, je suis aussi utilisatrice du Vélib. Hein, donc, autant vous dire que, comme vous, je pousse. Anne Hidalgo répond à vos questions au 01 42 30 10 10. Anne Hidalgo, invitée exceptionnelle de France Bleu Paris. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Anne Hidalgo vous écoute. Bonjour. Alors, j'espère que ça ne va pas couper parce que je suis dans un bouchon, dans un tunnel. Mes questions ne sont pas vraiment des questions, c'est juste un appel au secours. Je vais être assez brève. Comment est-ce qu'on fait quand on a un salaire moyen, donc aucune aide ? Parce qu'on parle tout le temps des salaires pour les aides, mais pas des charges. Moi, j'ai 2 enfants à charge, divorcés, aucun revenu complémentaire, pas de pension, rien. Et que j'ai une voiture diesel pour laquelle j'ai eu un bonus écologique parce qu'on m'avait dit à l'époque que c'était ce qu'il y avait de mieux. Je ne peux pas changer de voiture parce que je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas prendre les transports parce que Vélib chez moi, il n'y a pas. Voiture électrique, il n'y a pas non plus. Je suis à Jouy-en-Josas. Il n'y a même pas de bus. Si je descends jusqu'à la gare, ma voiture, je dois payer un parking, sachant que ce n'est pas vraiment un parking. C'est ou un abonnement qui coûte une fortune que je n'ai pas, ou alors c'est l'horodateur. Toutes les 2 heures, je dois rentrer de Paris pour mettre des pièces. Pas possible. Bref, pour travailler, moi, j'ai une boule au ventre tous les matins. Non pas à cause de mon boulot, mais des transports. Parce que je sais que je vais mettre plus de 3 heures pour faire 40 km. Comment je fais ? Alors, l'appel au secours et la réponse peut-être d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Alors d'abord, je sais que cette situation est une situation réelle, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas. Un premier sujet, c'est vraiment l'amélioration des transports collectifs en Île-de-France. Il n'y a pas d'autre solution. Si nous voulons effectivement réduire les bouchons, réduire la pollution, parce que, bon, vous évoquez cette situation, mais on peut aussi vous parler des 2500 morts par an liés à la pollution à Paris, des 6000 morts par an liés à la pollution sur l'Île-de-France, de tous ces enfants et de ces personnes âgées qui ont des troubles respiratoires et des maladies aujourd'hui que nous voyons se développer à cause de cette pollution. Mais ça, je pense que Corinne l'a bien compris. Bien sûr. Donc il y a un ensemble de sujets. Donc sujet numéro 1, accroître vraiment les transports collectifs publics propres en Île-de-France. Nous sommes loin du compte, très très loin du compte. Ça, ce n'est pas la mairie de Paris qui a la main là-dessus. D'ailleurs, c'est un petit sujet. Le fait que les maires, notamment tous les maires et les élus de l'agglomération parisienne n'aient pas la main sur les services de transport et ne soient pas
pas toujours écoutés lorsque nous demandons à mettre en place des transports complémentaires. Donc d'abord, il faut accélérer le Grand Paris Express, accélérer justement l'extension de toutes ces lignes de métro. Vous savez, Paris, la ville de Paris, qui n'a pas la main là-dessus, je le redis, finance 384 millions d'euros par an sur les impôts des Parisiens. Nous finançons 384 millions d'euros par an pour les transports de toute l'Île-de-France. Mais ce que dit Laurence, on appelle au secours, c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une catégorie de personnes, une classe moyenne, qui se sent lésée, qui n'a pas d'aide, à qui on a encouragé à acheter un véhicule diesel et qui aujourd'hui se fait taper dessus? D'abord, il y a les différents sujets. D'abord, on a encouragé le diesel d'une façon qui n'était pas acceptable, et ceux qui ont encouragé l'ont fait aussi à un moment où ils savaient que le diesel était dangereux pour la santé. Et notamment lors du Grenelle de l'environnement. Absolument. Et ça a été encouragé, et on est un des pays qui l'a le plus encouragé. Et aujourd'hui, la résistance à sortir est la plus forte, même si je salue vraiment l'engagement de Nicolas Hulot et du gouvernement. On est vraiment d'accord là-dessus ensemble pour sortir du diesel. Est-ce que du coup, c'est pas Laurence qui en paye les frais? Ensuite, il y a des aides. Nous, à Paris, on a mis en place des aides pour toutes les personnes qui veulent sortir du véhicule diesel et passer vers une motorisation propre, soit passer vers des transports publics, soit acheter un véhicule propre. On met en place des aides qui sont complémentaires des aides de l'État, qui sont aux particuliers, mais aussi aux professionnels. Pour les professionnels, ça peut aller jusqu'à 9 000 € pour un certain nombre de ces aides. On met en place vraiment toutes ces aides à la mobilité. Moi, je rêverais que, puisque vous n'êtes pas habitante de Paris, donc je ne peux pas, moi, verser d'aide directement à des habitants qui ne sont pas de Paris, je n'en ai pas la compétence. Je rêverais que la région Île-de-France aussi, pour justement permettre à tous ceux qui ont acheté un véhicule diesel, qui ont besoin de leur véhicule, comme vous, madame, pour aller à votre travail, que la région Île-de-France, elle aussi, apporte des aides pour se substituer. Avec la métropole du Grand Paris, avec Patrick Ollier, on a voulu mettre en place, par exemple, des aides au niveau de la métropole pour permettre aux professionnels, artisans, commerçants de changer de véhicule. La région Île-de-France ne nous a pas autorisés à le faire. Donc, il faut, je crois, là aussi, être conscient, lucide. C'est dans un dialogue, c'est dans quelque chose de constructif. Ce que nous avons fait à Paris... entre vous et la région, ça parle pas vraiment à Laurence. C'est pas les bisbilles. C'est simplement que nous, à Paris, nous avons mis en place une palette d'aides. Si ce dispositif parisien était étendu à l'ensemble de la métropole et de la région, elle en bénéficierait. On espère que la réponse vous satisfait, Laurence. Bonne journée, merci pour votre appel. Faites comme Laurence, vous nous appelez 01 42 30 10 10. Anne Hidalgo face aux auditeurs de France Bleu Paris ce matin jusqu'à 9h moins le quart. Vous pouvez interpeller la maire de Paris sur tous ces sujets qui vous concernent au quotidien. Il est 8h32 sur France Bleu Paris. Je vous rappelle que cette interview, ce moment, vous pouvez le retrouver également en vidéo sur francebleu.fr ou encore sur notre page Facebook France Bleu Paris. Anne Hidalgo, invitée exceptionnelle de France Bleu Paris. Une heure en France sur France Bleu, les trésors de nos régions, des montagnes d'innovation. On commence avec des jus de fruits bio faits dans l'Eure-et-Loire par un ancien financier. On est avec un photographe de star au parcours atypique. Et puis on fait du troc à Lille. On échange nos meubles pour leur donner une seconde vie. Frédéric Le Ternier, Denis Farou, une heure en France sur France Bleu, dès 13h. Tu prends quoi, Patrick? Un café. Alors ce week-end? Bah écoute, avec mon nouveau SUV Citroën C3 Aircross, j'ai emmené le petit dernier à son cours de poney, puis entraînement de saut à la perche, sortie VTT, j'ai conduit l'équipe de pom-pom girl de ma fille, j'ai déménagé un copain. Enfin, rien d'extraordinaire, quoi. Attends, tout ça ce week-end? Non, ça c'était juste samedi. Plus spacieux, plus modulable, plus de possibilités avec le nouveau SUV compact Citroën C3 Aircross et son volume de coffre modulable jusqu'à 520 litres. Découvrez-le pendant les jours C'est maintenant. Portes ouvertes du 19 au 22 janvier. Citroën. Équipement selon version, ouverture selon autorisation. Christelle est éducatrice sportive municipale. Chaque jour, elle utilise sa voiture personnelle dans le cadre de son travail. Elle est sans cesse en train de changer d'endroit. Et pour cela, sa voiture lui est indispensable. Voilà pourquoi GMF assure sans surcoût votre véhicule personnel si vous l'utilisez pour votre activité professionnelle. Et en ce moment, chez GMF, 2 mois offerts la première année pour toute souscription d'un contrat d'assurance Autopass jusqu'au 28 février. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre et coordonnées de l'assureur en agence GMF et sur gmf.fr.
Anne Hidalgo, invitée exceptionnelle de France Bleu Paris. C'est sa première interview de l'année, elle a choisi France Bleu Paris. Anne Hidalgo est avec nous ce matin jusqu'à 9h moins le quart. Elle répond aux questions des auditeurs, aux questions de Noéda Silva. Bonjour Corinne. Bonjour. Voilà, vous aurez une question tout à l'heure sur les voitures dans Paris, c'est ça, la circulation et les bouchons. Très bien, on vous retrouvera. Bonjour. On vous retrouvera dans un petit instant, Corinne. Avant ça, on va regarder justement la météo rapidement. Aujourd'hui, les nuages dominent, des pluies un petit peu ce matin, un petit peu tout au long de la matinée. Puis à partir de l'après-midi, retour des éclaircies jusqu'en soirée. Le vent est faible et les températures remontent. Il fera jusqu'à 10 degrés à Paris cet après-midi. Actuellement, autour de 7 degrés à Cergy, dans le Val d'Oise, à Trappes, dans les Yvelines, ou encore à Arpajon, en Essonne. Côté mobilité, la route. Avec vous, Philippe Marty, trafic toujours perturbé sur la ligne 13. Oui, l'arrêt n'est toujours pas marqué à Montparnasse en direction des Courtilles-Saint-Denis Université suite à un malaise voyageur sur nos routes. Un accident sur la 86 en chaussée intérieure dans le tunnel de Nogent. Une voiture et une moto sont impliquées, la voie de gauche est fermée. Côté trafic du Monde sur le périphérique, vous êtes ralenti en chaussée intérieure entre la porte de Gentilly et la porte de Sèvres. Et plus au nord, vous êtes au pas sur 5 km en chaussée extérieure entre les portes de Pantin et la porte d'Asnières. L'infotrafic avec la station de Gérardmer. 40 km de piste de ski alpin au cœur des Hautes-Vosges. La station la plus proche de Paris. Gérardmer-ski.com. Anne Hidalgo, invitée exceptionnelle de France Bleu Paris. Et vous êtes évidemment très nombreux à nous appeler ce matin au 01 42 30 10 10. La maire de Paris répond à vos questions. Corinne, de retour avec vous. Vous êtes dans le 17e arrondissement. Bonjour Corinne, rebonjour. Oui, rebonjour. Merci de me prendre à l'antenne. J'avais juste un constat à faire. Moi, je suis tout à fait d'accord à ce que la voiture disparaisse de Paris ou devienne propre ou devienne électrique. C'est pas un problème. La seule chose qui me pose un problème, c'est le timing de tout ça. Parce que j'ai l'impression que les Parisiens sont pris en otage, en fait. Parce que les transports en commun ne fonctionnent pas bien, tout le monde le sait, le RER est en panne tout le temps, les trains SNCF aussi. Il y a le métro qui fonctionne très bien, sauf qu'on ne peut pas monter dedans la plupart du temps. Et je parle que des heures de pointe, parce que c'est ce qui me concerne moi. Donc ce que j'aurais voulu savoir, c'est est-ce que le timing est bon, à savoir, est-ce qu'il n'aurait pas été plus intéressant pour les Parisiens que de régler le problème des transports en commun, que tout fonctionne bien, qu'au niveau de la région aussi ça fonctionne mieux, que le Grand Paris soit en place avant de faire la chasse aux automobilistes. La réponse d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. C'est une question qu'on nous pose souvent en disant mais est-ce que vous ne mettez pas la charrue avant les bœufs ? C'est une bonne question. Sauf que, vous savez, en fait, depuis 2001, bien avant moi, c'est-à-dire Bertrand Delanoë, nous avons engagé cette politique à Paris, déjà, sur les transports en commun. Nous avons dit d'abord renforcer les transports en commun. On a le meilleur réseau de métro au monde, vous l'avez dit, même s'il est très chargé, puisqu'il y a effectivement une fréquentation importante. Mais moi, je prends très très souvent le métro, plusieurs fois par jour. Et vraiment, bien sûr, aux heures de pointe, c'est toujours compliqué. Et il y a des lignes, vous habitez le 17e, il y a des lignes, je pense à la ligne 13, où c'est inacceptable d'avoir la situation qu'on a aujourd'hui. Mais globalement, le système de métro parisien fonctionne très bien. Et nous avons rajouté un tramway des maréchaux qui, vous vous souvenez, là où on avait les bus PC qui, en gros, transportaient 50 000 personnes par jour, c'est 150 000, 160 000 personnes qui sont transportées sur les mêmes tronçons grâce au tramway des maréchaux. Donc, on a mis les moyens sur les tramways des maréchaux. On a également mis en place des systèmes qui permettent aux bus de mieux circuler avec les séparateurs de voies, etc. On a rajouté des systèmes de mobilité, Autolib, Vélib, et bien sûr avec un Vélib qui doit marcher le plus vite possible. Nous avons... donc tout va bien. Non, ce n'est pas ça, c'est que nous avons fait ça aussi. Et nous continuons à le faire. Nous continuons à étendre le tramway, nous continuons à améliorer la qualité des bus. Nous avons même installé des navettes dans des quartiers, ça finançait directement par la ville de Paris. Donc, vous savez, je crois que l'ampleur du problème, et notamment l'urgence sur la question de la pollution, est telle qu'on ne peut plus attendre. Et que ça fait 15 ans que cette politique est engagée. Parfois, on me dit, mais la méthode, mais quelle est l'autre méthode ? Si effectivement,
tous les pouvoirs publics, État, ville, région, toutes les collectivités avaient accepté de voir l'urgence et de mettre vraiment ensemble les moyens, les choses auraient été plus vite et auraient été plus simples pour tous les usagers. Il y a encore des choses à faire dans le transport en commun, Anne Hidalgo. Il y a donc la régularité, l'accessibilité aux personnes handicapées et la pollution du métro. Vous nous encouragez à prendre le métro, mais il est parfois plus pollué qu'à l'extérieur. Ça, c'est un sujet que j'évoque beaucoup avec la présidente de la RATP, dont c'est aussi la responsabilité. Il faut, vous savez, qu'on aille vers un système dans lequel, d'abord, la ville... Est-ce que ce n'est pas dangereux d'encourager les gens à prendre le métro alors qu'il est pollué? Non, ce n'est pas dangereux d'encourager de prendre le métro par rapport à la voiture. Vous savez, la circulation automobile à Paris a diminué de 30% ces 10 dernières années. Donc, la politique que nous avons menée et que je poursuis et que j'amplifie en matière de transport en commun et de lutte contre la pollution a eu des effets positifs. Cette dernière année, le trafic automobile dans Paris a diminué de 4%. Ce sont des chiffres vérifiables, réels, qui montrent que nous avons raison d'aller de cette façon-là. Et vous savez, si nous ne faisions rien, si nous disions, bon, attendons que tout aille bien dans les transports en commun avant de dire aux gens de ne plus prendre leur voiture, je vous assure qu'il serait vraiment beaucoup trop tard, déjà qu'il est presque trop tard pour agir sur les questions climatiques et sur les questions de pollution. Là, carrément, on ne laisserait plus aucune opportunité à nos enfants. Mais là, vous venez de dire il y a quelques secondes qu'il n'y avait pas plus de danger à prendre la voiture en termes de pollution que le transport en commun, ce qui est quand même inquiétant. Non, bien sûr, Noé da Silva, qu'il faut que la RATP travaille aussi, par exemple, sur la question des systèmes de freinage, sur cette pollution qui existe aussi dans le métro. Mais nous ne pouvons pas, moi je m'occupe de la surface, et sur la surface et de la qualité de l'air extérieur, là j'estime que j'ai une responsabilité directe. Cette responsabilité directe, je l'assume en offrant d'autres solutions. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment plutôt sur une bonne progression en ce qui concerne l'amélioration de la qualité de l'air et la progression des transports en commun. En tout cas, on voit, c'est la mobilité qui est au cœur des préoccupations des Parisiens. C'est le sujet crucial. C'est le sujet crucial parce que vous savez, la mobilité, pas que sur Paris. La mobilité, c'est l'attractivité de la ville. Si on ne fait pas ça, on n'attire pas, on n'a pas les entreprises qui viennent. Et aujourd'hui, la ville est très attractive. On est au top de tous les classements internationaux. On va y revenir. La mobilité, on reste dans la mobilité avec Karine. De très nombreux auditeurs sont là pour vous poser des questions. Karine, effectivement. Bonjour Karine. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, je parle de mobilité. Enfin, je ne suis pas parisienne. Ma grand-mère est parisienne, elle a 94 ans. Et elle ne peut plus prendre les transports en commun. Elle ne peut plus descendre toute seule de chez elle. Donc, elle a des aides. Sauf que, comme la plupart des gens, elle aime bien les réunions de famille. Et elle vient souvent chez moi puisque je m'en occupe. Et moi, par exemple, je peux pas, j'ai pas de place pour me garer. Puisqu'il faut que je me garde juste devant chez elle puisqu'elle peut pas marcher. Et à chaque fois, c'est la galère. C'est la galère parce que moi, je vais la voir une fois par semaine. Donc, je travaille à temps plein. Je prends du temps pour aller la voir. Que ce soit n'importe quel jour, j'ai pas le droit de me garer en face chez elle. Donc, je me mets toujours sur une place qui m'est pas réservée, ou souvent c'est même devant le pas de sa porte. Je mets un petit papier, je descends à fond les manettes. Avec ma grand-mère, je la jette dans ma voiture et je repars pour la ramener. Et ça ne va pas s'arranger, Karine, puisqu'il y a une nouvelle brigade contre les incivilités, notamment routières à Paris. Anne Hidalgo vous répond. Anne Hidalgo vous répond. D'abord, vraiment, enfin, je pense que vous imaginez bien que pour des personnes qui ont un problème de mobilité, qui sont dépendantes, il y a aussi des dispositifs, je suis désolée, on a des aides et des passes, des possibilités de stationnement résidentiel. Il faut regarder si votre grand-mère peut bénéficier de ces possibilités de stationnement résidentiel. Vous avez des possibilités aussi de demander s'il faut, si c'est fréquent, ces déplacements, s'il y a suffisamment de place pour personnes à mobilité réduite ou handicapées qui ont des places dédiées, attribuées. Donc il faut aller voir la mairie de l'arrondissement de votre grand-mère pour voir si on peut régler cette situation. Mais voilà, votre sujet est très important. Mais enfin, c'est pas le sujet du stationnement
vraiment général. C'est son quotidien. C'est une fois par semaine, vous me dites. Je pense que vous pouvez appeler vraiment la mairie de l'arrondissement où réside votre grand-mère pour voir toutes les autres solutions. Et vraiment, s'il s'agit d'aller chercher une personne âgée pour pouvoir effectivement la faire participer à des réunions de famille, personne ne viendra vous dire que vous n'avez pas le droit de stationner le temps, si ce n'est pas un stationnement gênant au sens dangereux, personne ne viendra vous chercher là-dessus. En tous les cas, il y a bien sûr des possibilités de dérogation. Sur la question du stationnement, vous savez, là aussi, j'entends des gens dire c'est scandaleux, on va pouvoir être verbalisé. Mais pour ne pas être verbalisé, il suffit de payer son stationnement. C'est aussi simple que ça. Mais il y a aussi des gens comme Joseph qui nous dit « Que pensez-vous du passage au secteur privé de la gestion des amendes de stationnement ? N'y aura-t-il pas trop d'abus ?» D'abord, ce n'est pas un passage privé, hein, c'est la ville, là pour le coup, reste bien sûr celle qui gère, et le système des amendes en France est bien sûr un système légal, dans un cadre juridique déterminé, où la ville ne peut pas faire ce qu'elle veut, c'est dans un cadre légal, et les concessionnaires privés ou publics ne peuvent pas non plus faire ce qu'ils veulent. Non, ce qui est très important, c'est que chacun revienne à un comportement civique. Vous savez, à Paris, je le constate souvent, il y a en matière notamment de sécurité routière beaucoup d'incivilités qui peuvent provoquer et qui provoquent des accidents très très graves. Il y a trop d'incivilités. Il ne s'agit pas de dire vous allez être sanctionné pour le plaisir d'être sanctionné. Nous sommes dans une ville où chacun doit respecter la réglementation. On ne peut pas se garer n'importe où. Est-ce qu'elle va changer notamment sur les deux roues, par exemple, qui sont tolérés aujourd'hui sur les trottoirs? Est-ce que ces nouvelles brigades vont sanctionner? Est-ce que vous souhaitez même le paiement du stationnement pour les deux roues à Paris? Non, je ne pense pas au stationnement payant pour les deux roues à Paris. En revanche, bien sûr, là où il y a des stationnements gênants, là où il y a des stationnements qui sont problématiques, la sanction doit se faire. Mais nous sommes aussi en train de développer, d'accroître de façon extrêmement importante le nombre de places de stationnement pour les deux roues, parce qu'il faut aussi des stationnements deux roues. Donc vraiment, pour ne pas être sanctionné, il suffit de respecter la réglementation. Et en plus, pour les Parisiens, il y a les cartes de stationnement résidentiel. Nous avons mis en place des cartes de stationnement pro pour les professionnels qui ont besoin de se déplacer dans Paris. La gratuité totale du stationnement, je pense aux médecins libéraux, aux infirmières libérales, à toutes les professions libérales, ça c'est à partir du 1er janvier 2018, professions libérales qui ont besoin de se déplacer dans Paris. Donc nous avons mis en place des dispositifs qui correspondent aux usages de chacun. Donc par rapport à l'auditrice qui vient de nous interpeller sur la situation de sa grand-mère, je pense qu'il faut vraiment regarder la situation spécifique, mais vu le nombre de possibilités que nous avons offertes, et notamment pour aussi les personnes à mobilité réduite, je ne doute pas qu'on trouvera une solution pour votre cas. La réponse concrète d'Anne Hidalgo, 8h47, c'est France Bleu Paris Matin. Anne Hidalgo, invitée exceptionnelle de France Bleu Paris. Anne Hidalgo, face aux auditeurs de France Bleu Paris, elle continue à répondre à vos questions pendant un court instant au 01 42 30 10 10, à retrouver en vidéo également sur la page Facebook France Bleu Paris et sur francebleu.fr. Muriel voudrait vous interpeller. Bonjour Muriel. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Madame le maire. Bon, ma question est toute simple. Donc, que comptez-vous faire au niveau de la propreté des transports en commun? Bon, il m'arrive très souvent de prendre le RER E, j'habite la banlieue Est, et c'est dans un état absolument épouvantable. Elle est maire de Paris, pas des transports en commun. Alors, donc en même temps, oui, j'ai bien compris. Donc la propreté également du métro et de cette magnifique capitale que je trouve de plus en plus sale. Par moment, oui, tout à fait, de plus en plus sale. Donc, qu'est-ce qu'elle compte faire par rapport à ça? Alors, comme l'a dit Noé da Silva, sur le réseau RER et même métro, c'est la responsabilité des gestionnaires de ces services-là. Mais j'ai eu l'occasion, par exemple, sur la RATP, d'interpeller la présidente de la RATP, qui est vraiment à l'écoute et qui elle-même considère que c'est un sujet sur lequel elle doit progresser. Parce que, par exemple, j'avais constaté que sur un certain nombre de lignes de métro, les agents de la RATP mettaient tout ça dans ce qu'ils trouvent
retrouvaient dans le métro dans des sacs poubelles et les remontaient et les posaient sur le trottoir. Et à nous de nous en débrouiller. Donc, on est en train de régler ces sujets avec, par exemple, la RATP. Mais pour ce qui est de Paris, de la surface et des trottoirs parisiens, je suis moi-même insatisfaite de la situation. Et donc, nous avons pris des mesures. Et d'ailleurs, je vais aussi tout à l'heure annoncer des mesures complémentaires. Mesures complémentaires, d'abord, il y a beaucoup d'incivilité là aussi. Vous savez, regardez ce qui se passe en ce moment avec les sapins de Noël. Sapin de Noël, c'est génial. On en a beaucoup parlé, 68 € d'amende. Non, mais je ne parle pas de l'amende, je parle du comportement. Nous avons, à Paris, décidé d'aider les Parisiens à pouvoir recycler leurs sapins et nous avons mis des centaines de points 160 où on points. peut poser son sapin. Et puis, il y a quand même... Alors, la majorité l'a fait et je remercie la majorité des Parisiens d'être civiques et civilisés. Mais il y en a quand même qui, en loose day, ont déposé leurs sapins sur les trottoirs. Hier, je passais dans quelques rues parisiennes et je voyais quasiment des forêts de sapins. Ce n'est pas normal. Donc vous dites que ce sont les Parisiens qui sont sales, ce n'est pas Paris qui est sale? Non, je dis d'abord, il y a un problème d'incivilité. Et ces incivilités, la brigade que j'ai mis en place doit y travailler parce que ce n'est pas acceptable. Il y a des gens qui, effectivement, ne font pas attention à notre bien commun et ils doivent faire attention à notre bien commun. Ensuite, il faut améliorer la propreté. Et donc là, nous travaillons d'abord sur des brigades qui, pendant les mois d'été, qui sont des mois de grande fréquentation, de pique-niques, etc., qui travaillent sur des horaires décalés le soir. Nous avons renforcé les effectifs de la propreté. J'ai mis en place avec les Parisiens une conférence de citoyens avec énormément de propositions qui vont être d'ailleurs débattues au Conseil de Paris du mois de février. Je veux impliquer les Parisiens avec les maires d'arrondissement dans des comités pour la propreté des arrondissements parce qu'il faut qu'il y ait cette vigilance, plus de moyens aussi matériels. Et puis, cette année sera une année où nous allons déployer de nouvelles corbeilles de rue plus importantes, permettant de contenir beaucoup plus de déchets, moins en prise au vent, telles que les corbeilles que nous avons aujourd'hui, qui sont esthétiques mais pas toujours très pratiques. Et donc, nous allons déployer aussi un nouveau dispositif de corbeille de rue. Toute dernière question avant de terminer en une minute rapidement avec Gisèle. Bonjour Gisèle. Oui, bonjour. Vous avez une question pour Anne Hidalgo, bonjour, maire de Paris. Alors, j'appelle pour une question toute simple. Sachant que les JO approchent et que vous avez récupéré des pouvoirs de police, pourquoi ne pas créer à Paris une police municipale ? La réponse d'Anne Hidalgo. Oui, très rapidement. C'est une question qui, bien sûr, m'a été souvent posée et sur laquelle j'ai travaillé avec l'État, avec le préfet de police. Le choix que nous avons fait et que j'ai fait, c'est de renforcer, d'avoir une brigade. Cette brigade, elle va aujourd'hui... on a reçu 1800 agents nouveaux qui nous viennent de la préfecture de police que j'ai accueillis hier à la mairie de Paris. C'est plus de 3000 personnes qui, sur le terrain, sont là à la fois pour faire respecter les règles et puis pour veiller aussi à accompagner les Parisiens pour que cette ville soit pacifiée. Je n'ai pas franchi le pas vers la police municipale, d'abord parce que je pense que la capitale de la France a besoin d'être dans une coproduction de la sécurité avec la préfecture de police. Vous savez, nous sommes dans une période où il y a encore une menace attentat. Je pense que deux institutions qui pourraient se faire face, et vous savez, voilà, l'esprit est ainsi fait que deux institutions très vite peuvent se poser plutôt que de coopérer. Aujourd'hui, on a un système de coopération qui, je crois, est efficace. En tous les cas, par rapport à d'autres grandes villes françaises et par rapport à la menace attentat, nous l'avons prouvé. Et je crois que le système, avec cette brigade de lutte contre les incivilités, qui est vraiment aujourd'hui extrêmement conséquente, vous allez les voir, les agents de la ville de Paris avec leurs blousons là, qui sécurisent aussi, qui font de la prévention partout. C'est, je crois, le bon dispositif intelligent dans une coproduction avec la police nationale et avec le préfet de police qui doit avoir ce commandement Puisqu'on est un peu on a mis un pied un peu dans la politique. Cette question sur l'accueil des migrants dans la capitale, vous aviez créé ce centre d'accueil. Vous avez créé ce centre d'accueil Porte de la Chapelle, cette bulle qui a causé aussi beaucoup de problèmes dans le voisinage auprès des
Parisiens. Elle doit déménager au printemps, cette bulle. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin où est-ce qu'elle va aller ? D'abord, elle a accueilli plus de 20 000 personnes. Elle nous a permis de répondre à un besoin d'hébergement et sans doute d'éviter des campements massifs, même si aujourd'hui la situation est vraiment extrêmement préoccupante. Cette bulle doit déménager parce que sur le site où elle est, à La Chapelle, il y aura la future université, le futur site Condorcet. Donc elle va... Où va aller cette bulle ? On est encore en train de travailler sur la localisation. Pas dans le nord de Paris ? Non, elle sera à un autre endroit, mais en tous les cas, on est en train de travailler sur la localisation. Je ne peux pas l'annoncer ce matin parce qu'elle nécessite quand même encore quelques détails. Vous pouvez annoncer en revanche une nouveauté concernant la solidarité ? D'abord, cette bulle sera effectivement un lieu d'accueil 2 jours pour les migrants. Nous allons aussi créer à Paris, et elle sera beaucoup dédiée aussi à l'intégration, nous allons créer une maison qui va être une maison des réfugiés pour effectivement, là aussi, travailler sur leur intégration dans notre société et dans notre ville. Et puis, nous allons mettre en place une nuit de la solidarité en février. Je donnerai précisément la date dans quelques semaines. Une nuit de la solidarité où nous allons aller avec les grandes associations. Je pense bien sûr à Emmaüs, Aurore, toutes les grandes associations qui font des maraudes et qui sont aux côtés des SDF tout au long de l'année, pour aller faire un comptage, évaluer la réalité des personnes, du nombre de personnes à la rue à Paris, pour que nous puissions avoir effectivement une évaluation précise de la réalité et bien sûr ensuite y mettre les moyens. Il y a beaucoup trop de monde à la rue aujourd'hui et nous devons partir de chiffres réels. Donc, une nuit de la solidarité. Une nuit de la solidarité. D'ailleurs, j'appellerai au bénévolat parce que nous aurons besoin... Vous aurez l'occasion de revenir et on se fera nous évidemment aurons besoin de 1000 Parisiens, 1000 personnes pour venir nous accompagner dans cette nuit de la solidarité, mais j'en dirai plus dans quelques temps. Nuit de la solidarité annoncée donc ce matin sur France Bleu, ainsi que le pass Navigo gratuit pour les plus de 65 ans. Merci beaucoup Anne Hidalgo d'avoir fait votre rentrée 2018 sur France Bleu et on vous souhaite une très bonne année.